Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lautin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Paul Fournier. Bonjour Paul. Enchanté. Merci d'avoir accepté Bonjour. Mon invitation. Eh ben super, vraiment, belle rencontre. Alors je vais te laisser te présenter parce que tu es un être multifacette. C'est ça, on va dire ça comme ça, ouais. Tout à fait. Bah écoute, on va dire un cheminement déjà dans l'âme, donc animateur, puisque l'animateur par définition c'est celui qui travaille avec l'âme en général des gens, enfin tout ce qui, ou l'âme du monde même. Voilà, il s'improvise autour de tout ça, malgré comme je le disais au préalable, une formation au départ manuelle, puisque je suis plutôt de père et de grand-père menuisier, ébéniste, donc manuel aussi également, voilà. C'est un métier que j'ai fait pendant un certain nombre d'années, animateur, éducateur aussi, parce que très tôt j'ai abandonné le métier d'ébénisterie pour en avoir fait le tour à l'étranger et ailleurs, pour essayer de non pas quitter la matière définitivement, mais travailler juste avec un peu plus d'engouement pour le vivant, parce que j'ai fait beaucoup d'industries, beaucoup d'usines, de choses comme ça. Et j'ai fait de l'atelier aussi, dans les faubourgs parisiens, Saint-Honoré, etc., etc. Et du coup, je voulais m'intéresser à l'âme à un moment donné, et c'est pas venu comme ça incidemment en fait. Donc j'étais en transition, j'avais exploité un travail de la matière pour me dire peut-être que en travaillant avec l'esprit, les gens, voilà, ça pouvait peut-être changer quelque chose et peut-être apporter un plus dans tout ça. Et c'est arrivé à une période en fait où je me suis retrouvé à quitter la région dans laquelle je travaillais, c'était le centre de la France à l'époque, pour avoir envie comme ça de visiter, de découvrir la montagne. J'ai toujours été plus ou moins attiré dans mes rêves d'enfant par la montagne et je me suis retrouvé à vouloir aller vivre dans les Hautes-Alpes. Et parce que je me faisais une idée de ce qu'on appelle le parc des Écrins, les Écrins, le massif même qui est un peu plus loin que le Mont Blanc, quoi. Enfin voilà, c'est un endroit qui m'avait fait rêver, j'avais vu des cartes postales et j'avais décidé très tôt d'aller m'installer là-bas. Et c'est comme ça que j'ai fait ma conversion professionnelle, donc de menuisier ébéniste. Donc je quittais l'Arabie Saoudite à l'époque parce que je travaillais sur des grosses entreprises françaises de notoriété d'ailleurs, qui celles-ci travaillaient à l'étranger. Donc j'étais beaucoup au Moyen-Orient, à Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite, etc. Pour quitter tout ça, le monde de l'argent, le monde du subliminal, le monde de la richesse, et revenir en France avec autre chose, une autre vie, un tournant à plus de 180 degrés dans la vision que j'en avais. Et je me suis intéressé à l'animation, donc j'ai commencé comme ça dans les Hautes-Alpes. Pour sortir de ce métier d'ébéniste, j'ai commencé à m'occuper de jeunes ados. J'ai passé quelques diplômes, BAFA, BAFD, diplômes afférents à tout ce qui est animation. Et puis je me suis lancé dans un centre de vacances d'un comité d'entreprise, celui de la SNIAS, l'aérospatiale, et je me suis retrouvé comme ça à Serre-Chevalier. J'ai profité en ce temps-là de l'envie de faire du ski, de plein de sports extrêmes, donc le ski de randonnée, là on se situe dans les années 80, à la découverte des premières planches de surf. À l'époque, ça n'existait pas, on connaissait à peine le surfboard, le monoski, qui a pas duré longtemps d'ailleurs, pour être vite remplacé par le surf. Donc j'ai été aux prémices de ces gens qui fabriquaient, justement avec mes qualités d'ébéniste, les premières planches de surf en bois qu'on expérimentait comme ça sur les flancs de montagne avec d'autres. Et du coup, on s'était même inventé une marque à l'époque qui s'appelait Swell Panic. Et on s'est lancé, et puis du coup, c'est vraiment les sports extrêmes de haute montagne qui m'ont très vite attiré. Donc l'escalade, le rafting, le vélo extrême, l'escalade, l'alpinisme, et toutes ces choses-là. Et à un moment de la vie où on est en pète de tous les feux, en fait, en énergie, en envie de découvrir ce monde très, très, très singulier. En tout cas, avec pour les Hautes-Alpes, une nature grandiose, quoi. Et un jour, je me suis converti au sport aquatique en découvrant tout ce qui était raft, canoë, etc. Et je me suis lancé dans la planche en voile. On a pas très loin de Briançon un site géant qui est le lac de Serpenson. J'ai commencé à faire de la distance en planche à voile, des épreuves aussi de distance. Bon, j'étais pas hyper doué d'ailleurs.
Et jusqu'au moment où on s'est affronté aux différents mers et océans du globe. C'était un petit peu après l'époque de Dieu le veut, d'ailleurs, qui lui-même a disparu en mer. Et il m'est arrivé, effectivement, lors d'une de mes virées du continent vers une île, donc c'était en Adriatique, un accident dans lequel je me suis retrouvé en perdition avec ma planche, donc complètement isolé. J'étais à l'époque avec mon épouse, mon jeune garçon, Simon. Et puis je me suis retrouvé en perdition avec un vent de terre qui m'a surpris pour une mauvaise lecture que j'avais à ce moment-là du climat, de la météo. Je me suis fait surprendre, hein, comme quoi on peut être affiné à la nature, mais si on ne garde pas la vigilance, on peut se retrouver dans des situations extrêmes. Et c'est ce qui s'est produit. Donc je me suis retrouvé en perdition. J'ai commencé par perdre ma voile. Sans trop paniquer parce que il y a toujours un flotteur, quoi. Pour ensuite voir le vent forcir, les vagues augmenter, la pression aussi monter, la pression physique, ça devient de la survie, bon, quand même avec une combi de flottaison plutôt efficace. Et j'ai perdu le flotteur. Et je me suis retrouvé, à cause des rafales de vent, on avait un vent qui était passé à presque 80 km/h avec des creux de vagues d'1 mètre. Et je me suis retrouvé en perdition sur le point de me dire il va falloir faire preuve de courage et tout, parce que là, je me trouvais à plus de 3500-4000 du bord. Ma femme me devinait à peine au loin, j'étais à peine visible, et heureusement, on avait un couple d'Allemands qui était là avec un VW, un petit combi, et qui avait vu ce qui se passait, en fait, le fait que je sois en difficulté. Et ils ont eu la stressage idée d'aller chercher un bateau sur le port, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était encore la Yougoslavie, il n'y avait pas de service de secours maritime, comme on en connaît aussi en France. Et donc, c'est un pêcheur de bateau, un chalutier, qui est sorti avec une infirmière du village, et qui est parti en mer pour essayer de me retrouver, de savoir où je pouvais me perdre. Donc comme il était bien à Méry, justement, il connaissait parfaitement les courants. Il est venu une première fois vers la plage pour comprendre là où j'avais pris une dérive, c'est-à-dire à partir du moment où j'étais pris par les vents dominants, donc pour savoir quelle était ma dérive. Donc il est revenu avec son bateau, il a envoyé quelqu'un sur la plage, là où j'étais, donc il y avait mon épouse, ses Allemands, et donc il a pu repartir dans le sens des courants et puis décrire des cercles concentriques pour essayer de me retrouver à plus de 3500-4000 du bord. Tu étais seul en pleine mer avec plus rien? Complètement isolé, et puis en survie déjà, hein, parce que c'est le vent, c'est le froid, c'est la fatigue, c'est c'était déjà passé 2 heures, 2h30, voilà. Et puis ce moment là où il y a tout qui se passe dans la tête. On voit bien que même l'énergie physique, elle est là, à s'étioler, à se dissoudre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je vais être sauvé? Est-ce que ça va fonctionner? Et puis il se passe un truc, à un moment donné, dans la tête. Alors où ça se situe exactement? Dans le cortex, peut-être derrière la glande pinéale. Enfin, il y a quelque chose qui se produit, hein, qu'il faudrait peut-être avec les chercheurs mieux redéfinir, qui redonne un espèce de... je sais pas, on va dire de la sérotonine ou quelque chose qui va induire chimiquement. Alors, il y a plein de gens qui travaillent dessus, hein, on n'a pas encore beaucoup d'explications. En fait, on se retrouve dans un état modifié de la conscience, en fait. Et là, il y a quelque chose qui se met en route, qui fait comprendre qu'on est en survie et qu'il faut se protéger ses organes, etc. Et en fait, il n'y a plus que l'esprit qui fonctionne. Alors, il y en a qui disent le mental, je dis non. Je dis pas le mental, parce que si ce serait que le mental, ce serait quelque chose qui amènerait à la peur, à des craintes, etc. Alors que moi, c'était plutôt l'antithèse. C'est plutôt l'esprit, je dis l'esprit ou l'âme, j'en sais rien, qui s'est animé à ce moment-là, parce que c'était une sensation plutôt de bien-être et de bienveillance qui se produisait à ce moment-là, qui me disait attends, tu es dans une situation extrême, tu vas peut-être y passer. Et là, il y a quelque chose qui se passe, comme un petit peu le film de la vie. C'est quelques secondes, en fait, et puis
tu fais le bilan en fait, tu te dis mais pourquoi je suis là quoi? Qu'est-ce que j'ai fait et au nom de quoi je me retrouve perdu? Bon, il y a la faute humaine, hein, celle de ne pas avoir jaugé le relief, la météo, le climat, etc. Puisque c'est des vents qui viennent de terre, donc bon, voilà, et vraiment surpris donc du coup. Et là, ça commence à se fragmenter dans l'esprit en se disant bah ça y est, il faut se protéger, il faut se prémunir, et puis voilà. Donc, et en fait, on se rend compte que c'est la partie physiologique, le cœur, tout ça qui est en train de se protéger, c'est quelque chose qui est là, et moi qui m'a mis personnellement dans une espèce de d'état modifié de la conscience. Alors j'ai lu beaucoup après, hein, j'ai lu Van Hersel avec La Source Noire, enfin j'ai lu plein de trucs sur ce sujet, et en fait ça met dans un état modifié qui fait qu'on a des perceptions qui changent. On est entre deux mondes en fait, je dirais. Voilà. Donc vivant, en train de respirer. Alors il y en a qui le déterminent pour être ce qu'on appelle une approche de la mort imminente, hein, une émie. C'est le cas, je pense, puisqu'il s'est passé encore 1h30. Le bateau en question, il a produit des cercles concentriques pour justement, sur la visée qu'il avait pris de la plage vers moi, essayer de trouver là où je pouvais me situer. Il faut se rappeler que quelqu'un dans l'eau avec des creux de vague de 1 mètre, c'est un petit point, c'est une tête d'épingle en fait. Donc du coup, le pêcheur, le capitaine en question, il a eu cette idée de faire des cercles concentriques pour les réduire et se rapprocher du point de fuite entre la plage, la direction que j'avais prise, le vent, les courants, la force, etc. Donc il avait tout calculé en fait. Et ça, je pense, c'est le marin, enfin on ne dit pas aguerri, mais améri, qui sait s'organiser de cette manière-là. Il a eu la sagesse d'ailleurs de prendre une infirmière avec lui qui avait du matériel. Et quand j'ai enfin compris que je pouvais être sauvé, je voyais donc le bateau au loin, que je pouvais être sauvé, et ben c'est là en fait qu'on se met en danger, puisque c'est là qu'il faut contrôler tous les mouvements, toutes ces impulsions à vouloir se faire identifier. Hein. Et du coup, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai bu le plus d'eau de mer, entre autres, pour me signaler en bougeant les bras, etc., en essayant de... Voilà. Et c'est là l'épreuve en fait. Et à un moment donné, c'est flou tout ça, dans le sens où il y a de l'eau dans les yeux. Je me dis, bon, est-ce qu'il m'a vu, est-ce qu'il m'a pas vu, est-ce qu'il va se rapprocher? Et en fait, en toute intelligence, les cercles étaient bien concentriques. Donc il refaisait un tour pour plus ou moins donner l'idée qu'il allait s'éloigner, mais non, pas du tout, puisqu'ils étaient concentriques, donc ils se rapprochaient du centre. Et voilà, et en fait, ils se rapprochaient, quoi. Et là, j'ai dit, c'est magique, c'est simplement magique. C'est d'une intelligence et d'une lucidité, quoi. Je dis, mais c'est ça l'humain, c'est sa faculté à avoir cette intelligence-là. Ça m'a redonné confiance, ce qui m'a donné la force de tenir, en fait. Là, on est à plus de 3h30 de perdition, quand même. Et quand le matelot, donc j'ai vu se rapprocher le bateau à peu près on va dire 10 mètres de moi, ça y est, je me suis dit, je suis sauvé, ça y est, c'est bon, quoi. Donc il me faisait bien signe et tout ça. Je voyais déjà le matelot tendre une perche, enfin en tout cas la préparer, une gaffe pour essayer de me repêcher. Et là, il y a un autre truc qui se passe, c'est le relâchement. Et ce relâchement, il arrive comme ça, on ne sait pas d'où ça vient, paf. Comme il y a une notion sécuritaire qui arrive, tout se relâche. Et là, je me suis senti... en flottaison, j'ai pris la perche. Je me souviens que le jeune matelot me l'a tendu, je l'ai pris, j'ai eu la force de la prendre. Il voyait bien, bon, il m'a lancé une bouée, bien évidemment, donc je me suis accroché à la bouée. Et quand il a tiré la perche vers le bateau, j'ai usé de toutes mes forces pour pouvoir sans encombre arriver sur le bateau. Et là, pouf, terminé, plus rien, le voile tout noir, et je relâchais tout en fait, quoi. Et du coup, une espèce d'explosion dans la tête, comme si c'était un décollage d'une fusée sur orbite, quoi. En gros, hein, c'est la sensation que ça m'a donné. Et j'ai vu tout ça du dessus, en fait. Du dessus, vraiment. Et là, on voit le bateau du dessus, avec le jeune matelot, un clampin sur le bout du pont et des gens autour en train d'essayer de vouloir faire quelque chose. Ce que j'ai pressenti, c'est que c'était pas une histoire finie, ça c'est clair, que j'étais là à regarder tout ça. En même temps, il y a une espèce de petit bilan qui s'est fait en se disant, mais merde, excuse-moi pour le gros mot, mais c'est ce que je me suis dit spontanément. J'ai dit, t'as vécu une super belle vie, t'as enfin trouvé de quoi bien la construire.
Et puis tu vas partir comme ça, c'est ridicule, c'est absurde. Et je me suis rappelé mon fils qui était sur la plage, mon épouse, et je me suis dit non, c'est trop idiot. Mais il y a quand même cette sensation qui te dit bah ouais, t'es dans une position là qui est entre les deux, quoi, entre deux mondes. Donc du coup, alors dire combien de temps ça a duré, je sais pas si c'est temporel dans ce cas-là en fait. Aujourd'hui même, je m'en pose encore la question. Ça se passe. Et je vois par exemple l'infirmière avec un jeune qui devait être probablement bénévole, pompier ou quelque chose comme ça, donc qui avait sorti du matériel de réanimation. Ils avaient les fameux, alors je sais même plus comment ça s'appelle, qui frottent pour réactiver le cœur. J'ai reçu 3 chocs et au bout du 3e, pof, j'ai réintégré ce corps que je voyais mourant par-dessus du crâne. Et là, je ressentais à nouveau un corps physique, la matière et tout ça. Et en même temps, cette espèce de chaleur et de bien-être qu'il y avait derrière moi qui était en train de disparaître. Et en même temps, toute cette humanité-là, quoi. Des gens là qui sont là à faire le maximum pour pouvoir en fait faire que la vie soit, tout simplement. Hein, puisque ça me rappelle les médecins qu'on a applaudis sur les balcons à Paris. Mais en fait, on se rend compte que ces gens-là ne font que leur travail, quoi. Leur travail, c'est de justement maintenir les gens en vie ou de les ranimer quand c'est le cas. Et là, c'était ça, cette sensation-là. Et du coup, dans cette vision-là, pendant ce temps-là, et ben justement, cette idée de circularité, cette idée de cercle concentrique, cette idée m'est venue en vision lors de ce moment. Alors, je suis incapable encore aujourd'hui de dire combien ça a duré, peut-être 20 minutes, 3 quarts d'heure. Et là, c'était des images circulaires et quelque chose qui apparaissait comme une croix au milieu des cercles et qui semblait être pourvu de plumes, je sais pas, c'était assez flou comme histoire. Et puis j'en suis resté là, tout simplement. Ils m'ont sauvé, on a regagné le port. Le médecin qui était déjà arrivé avec les pompiers m'avait signalé que tout allait bien. Ils avaient quand même le doute de se dire que j'avais beaucoup bu d'eau de mer et que je risquais alors je sais plus le terme, mais une sorte d'embolie pulmonaire en fait à cause du sel, quoi. Voilà. Et comme ils ont vu après 3 heures de réchauffement et immobile que tout allait bien, que j'avais dégurgité tout l'eau de mer, bon, ils m'ont laissé rejoindre ma famille en fait. Claire et mon fils m'avaient rejoint, les Allemands aussi. Et du coup ils m'ont laissé repartir. Et ce moment-là, il était assez étonnant, enfin, de voir l'amour, enfin, tout l'enjeu que mettent les gens à ce que tout se passe bien. Enfin, j'ai trouvé ça, j'ai dit, c'est vraiment ça le réel sens de la vie, c'est de vivre, en fait, tout simplement, et d'accomplir ce qu'on a à accomplir. Donc il y avait tout ça en même temps, en fait, et c'était très fort qu'un sentiment. Et j'y voyais que beauté, la beauté du vieux pêcheur, comme la beauté de l'infirmière, comme la beauté du jeune pompier, comme tout avait changé. Et je crois même que dans ce temps, d'ailleurs, de perception, tout était différent, c'est-à-dire que les couleurs étaient plus les mêmes, l'intensité lumineuse non plus, et cette vision récurrente du cercle, elle avait tendance à revenir. Donc du coup, je suis quand même rentré sur la plage et le lieu de campement sur lequel on était. Et du coup, je suis resté en fait paralysé pendant 3 jours. 3 jours au sol, 3 jours sur la plage. Et pour le coup, mon épouse, mes enfants, mon enfant Simon était là à vouloir à tout prix que je sois dehors au soleil, avec toute bienveillance. Alors l'anecdote, c'est qu'ils m'ont rapproché de la plage. Les Allemands étaient là aussi pour célébrer ça, célébrer le vivant. Donc on a fêté ça. J'étais complètement paralysé, je ne pouvais pas bouger. Et du coup... Il y a un truc qui s'est passé d'assez étonnant, c'est qu'il y a 2 dauphins qui sont apparus à peine à 150 mètres de la plage au moment même où ils m'ont porté au bord de la vague. Et là, ça m'a définitivement transmuté en fait. Alors c'est intérieur, c'est mon expérience et ça a été fort parlant. Au niveau émotionnel, c'était très puissant, quoi. Comme s'il y avait un lien en fait, comme si on était... En fait, il n'y avait pas de limite en voulant dissocier la mer de la terre, de sa faune, des règnes, quels qu'ils soient, de la montagne, des pierres, de l'eau. Enfin, voilà ce que je pressentais de la vie déjà, mais là, c'était concret. C'était comme une espèce de communion en fait, un truc, voilà, 2 dauphins, un couple qui apparaît et qui nage pendant presque au vu au sud de ce qu'on pouvait avoir l'habitude de voir là. Ils viennent là nager quelques minutes et c'est juste magnifique. Voilà. Et donc du coup, c'est ça en fait l'histoire qui était déclencheuse, quoi, ce lien universel à tout ce qui est. Une notion de reliance à tout ce qui vit, au vivant, et avec une sensation émotionnelle
reliance et de force. C'est ça, c'est très puissant. C'est un truc qui donne cette reliance, mais qui donne là justement, je dirais, la verticalité, l'émotion, l'envie de s'associer à ça, à cette expérience de vie-là. Et je crois que j'ai compris le sens à ce moment-là même de ce qu'était de vivre et de vouloir vivre, en fait. Voilà. Et quel était ce sens, du coup ? Ça apparaissait comme quelque chose qui disait, en gros, hein, il y a à s'accomplir, en fait. Il y a la vie, c'est ça, en fait. C'est qu'une expérimentation, comme il peut y avoir. On manifestait plein d'expérimentations, mais la vie elle-même, c'est déjà aussi une expérimentation. Cette sensation-là, elle était très forte, et non seulement de l'expérimentation, mais aussi de l'accomplissement. Alors avec des erreurs, des choses, des trucs peut-être mal vus, mal appréhendés, et ces moments-là, en tout cas ce qu'on appelle une NDE ou une EMI, je pense, dans les consciences, avec tout le recul que j'en ai aujourd'hui, parce que ça date des années 90, c'en est le moteur. J'ai témoigné avec d'autres là-dessus, et ce qu'il en ressort souvent, c'est ça, c'est la manière de se relier et de centrer définitivement sa pensée, sa conscience à une reliance qui, celle-ci, est totale et universelle. Voilà ce que j'en exprime, comme si l'univers, comme si la vie, tout ça c'était une trame en fait, qu'on tissait tous ensemble, avec des liens visibles pour certains ou invisibles pour d'autres. Mais voilà, l'émotion, la sensation que j'éprouvais, avec quelque chose qui à partir de ce moment-là s'est développé comme quelque chose d'intuitif, beaucoup plus intuitif qu'avant, quoi, et d'émotionnel par la même occasion, puisque c'est aussi de l'émotion, quoi. Mais c'est ça. Alors pour revenir sur ce moment-là clé, c'est le moment où c'est le rideau noir, tu commences à te voir du dessus, à voir la scène du dessus, tu te reconnais à ce moment-là de... Oui, tout à fait, c'est ça, c'est l'idée du mortel en fait, hein. C'est l'idée de l'incarné, c'est l'idée de la matière, c'est l'idée de tout ça, de cette densité. La densité matérielle, c'est quand même quelque chose de je dirais presque d'éprouvant, quoi. Contrairement à la sensation qu'on éprouve justement quand on est hors de son corps. C'est comme si l'âme était connectée à la reliance universelle, alors que là c'est dense, c'est la matière, c'est un corps fébrile, c'est le froid. Alors ce qu'il faut savoir, je ne te l'ai pas dit, c'est qu'ils ont quand même recueilli mon corps. J'étais normalement à même de pouvoir ne plus vivre, puisque mon corps est à 26 degrés quand la température a été prise, et normalement je suis un miraculé en quelque sorte, je devrais même plus, j'aurais dû vivre une hypothermie profonde, et c'était pas le cas. Et le médecin de bord, comme l'infirmier, ils étaient complètement stupéfaits. Il dit, mais vous devriez même plus être vivant, quoi. Voilà. Après 3h30 de perdition, etc. Et pour eux, c'était pris presque comme un miracle aussi, quoi, de pouvoir me réanimer, de me réintégrer dans la matière et de voir que finalement, ça allait se faire quand même, quoi. Et je pense qu'effectivement, alors j'entendais justement qu'il y avait du mal à me réanimer, est-ce qu'il va pouvoir revenir, enfin voilà, quoi. Et à ce moment-là, quel est ton état d'esprit, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens de tout ça, de ce qui se passe? La gratitude. La gratitude, parce que je crois que le vivant est gratifiant par définition, et qu'il y a cette espèce de truc qui est là, qui m'a fait penser que tout est au service du tout, que l'humain il devrait l'être aussi, alors même si c'est compliqué encore pour lui à l'étape de son évolution d'aujourd'hui, mais c'est cette reliance en fait, c'est de la gratitude, c'est-à-dire on a là des humains comme des animaux pourraient le faire, ou d'autres aujourd'hui dans notre évolution qui ça prend du sens, parce que voilà, on voit que la vie elle est magnifiée dans ce cas-là, et que les gens insistent, voilà, et ce côté de courage, d'endurance qu'il faut justement pour maintenir la vie, et là c'était une belle démonstration de leur part, quoi. Et même s'ils avaient l'occasion de pouvoir l'entendre, je leur enverrai la vidéo, parce que j'ai gardé, et j'y retournerai d'ailleurs aller voir, mais voilà, c'est ça en fait, c'est beaucoup d'émotions, mais c'est surtout de la gratitude. Et pour revenir sur sur ce que tu percevais à ce moment-là, tu as le sentiment de gratitude. Est-ce que après être revenu, est-ce que j'imagine que ton regard sur la mort a complètement changé? Tout à fait, ouais. Quel regard avais-tu de la mort avant et maintenant, après avoir vécu ça, après cette expérience de miracle de renaissance, comment tu vois la mort aujourd'hui? Écoute, c'est simple, je crois que
Après, tu vois bien, il y a quelques années qui se sont passées, il y a beaucoup de recul, il y a les bouches qui se sont ouvertes, c'est des choses sur lesquelles, même en 90, on témoignait guère déjà. Les premiers précurseurs de ces premières recherches se sont faits sur le tard, dans le début des années 2000. Donc du coup, on connaissait que très peu de choses là-dessus. Mais en tout cas, ce que j'ai pu en témoignage et suivre de tout ça, et Dieu sait de près, parce que je me posais plein de questions, forcément, quoi. Donc je me suis forcément orienté vers les gens qui cherchaient, qui étudiaient de manière scientifique tout ça. Et je me suis rendu compte là que, en fait, ce qui avait beaucoup changé pour moi, c'est justement cette notion de peur. Et que la peur de la mort, par exemple, en particulier, c'est quelque chose en fait qui maîtrise l'oxygène. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un des chanteurs de l'époque qui chantait ça et qui disait la chose suivante: les peurs maîtrisent l'oxygène, donc tu respires pas, et quand tu te défais tout ça, tu as plus de chances de pouvoir être, tout simplement. Une fois que tu as vaincu la peur même de la mort, tu n'as plus du tout la même propension à voir le monde. À savoir que, on le disait au préalable, que le fait d'avoir peur, c'est de la peur de mourir en quelque sorte, mais une fois que tu as dépassé ça, tu t'aperçois qu'encore une fois, la notion même de circularité, de boucle, de cycle, l'alpha, l'oméga, ni début ni fin, voilà. Après, j'ai des trucs qui m'ont stupéfait, genre les propos d'Einstein qui disait que l'énergie en tant que telle, quoi qu'elle soit, elle est éternelle, immortelle. Je me ferai l'idée même de peut-être ce qu'on appelle la conscience ou l'âme, la même chose. Donc c'est pour moi devenu quelque chose d'éternel, qui fait que ça m'a sérénisé, ça m'a pacifié aussi, parce que je pense qu'avec les peurs on a aussi des colères, et derrière les colères il y a aussi des rêves, et c'est des rêves qu'on ne peut pas accomplir tant qu'on a des peurs. Donc voilà en gros ce qui a effectivement changé littéralement de ma vie, pour quelqu'un qui était plutôt sportif, introverti, je dirais presque dans certains cas mutique, pour des raisons qui me sont propres et personnelles, pour avoir vécu des violences jeunes aussi, la guerre entre autres en Algérie, enfin plein de trucs comme ça, étant sur mes gardes, en essayant justement de trouver un sens à la vie elle-même. On fonce quoi, on est là à consommer le sport, à consommer la vie, à consommer, et en fait il y a un moment donné, pof, il se passe un truc émotionnel, donc en l'occurrence là une NDE, mais justement pour avoir travaillé depuis dans ce sens-là, je pense que tout est affaire d'émotion en fait. Le simple fait de risquer de perdre la vie, c'est une émotion, donc ça engendre une défragmentation de l'émotion elle-même, et il faut refragmenter. Et pour refragmenter ça, si on lâche les peurs, si on reprend conscience justement de la magnificence même de la vie, du rôle qu'on a à jouer, de la mission de vie qu'on peut se donner, on déclenche quelque chose qui fait qu'en soi, on va ouvrir les portes d'univers au pluriel des possibles. Et c'est ce qui m'est arrivé, puisque à partir du moment où j'ai passé outre cette épreuve, qui n'en est pas une en fait, ma vie s'est complètement réajustée à quelque chose d'autre, qui celle-ci depuis ce temps-là, donc il y a un sacré moment maintenant, c'est devenu en fait que des synchronicités. Voilà, et à partir de ce moment-là, vécu, tout est devenu synchronicité. Voilà, alors il y a des gens qui travaillent là-dessus, des amis avec lesquels je me suis rapproché, on parlait de Philippe Guillemont, on parlait de Gagné Mallet, des gens comme ça, qui depuis un certain nombre d'années travaillent déjà là-dessus. Je me suis rapproché de Stéphane Alix, de l'INRES, de S17 Productions, qui avait travaillé justement sur les EMI, les expériences de mort imminente. Voilà, et je crois que aussi par découlaison, les gens qui ont vécu ce type d'expérience, ça les amène à des vies singulières. Et effectivement, peut-être pour contribuer sans aucune prétention à peut-être faire avancer les choses, avec peut-être un peu plus de sensibilité, d'écoute, en développant peut-être un caractère intuitif différent. Et puis en magnifiant les choses tout simplement, parce que là tu vois, t'es chez moi, t'es rentré, t'as vu ce que ça représente d'Éden, vouloir s'occuper des gens, de la nature, de l'environnement, des animaux, etc. Donc tout ça, ça devient harmonieux forcément. Donc voilà, et c'est peut-être à mon avis, à mon humble avis, encore une fois, ce qui manque peut-être à notre Occident un petit peu en perdition avec ce qu'il vient de vivre, le confinement, enfin des contraintes, l'illusion quelque part de la réalité, parce que c'est vrai que le consumérisme, la matérialité, la matière, tout ça, c'est axé sur des choses qu'on appelle le désir.
Mais je crois que le désir, en fait, par définition, c'est aussi quelque chose qui a un puissant fond. C'est pas moi qui le dis, c'est mon ami de Immédiat, qui est un philosophe qui en parle souvent, Monsieur Marquet, et qui dit que le désir est un puissant fond, et plus en Occident on a de désir, et plus on est malheureux, et plus on est mortifère, en fait. Mais si on se libère de ça, en n'ayant justement pas peur, parce que je pense que moi je relie en fait le matérialisme et le consumérisme à des peurs, en fait, la peur de mourir. Donc avant de mourir, il faut avoir plein de choses, avoir la belle maison, la belle voiture, le beau tout, le truc et le machin. Et en fait, et par expérience, dans mon métier d'éducateur avec les jeunes, je me rends compte que ça les rend mortifères, en fait. La belle tablette, le dernier cellulaire, de dernier cri, etc., etc. Ils deviennent addicts, mais en plus ça les déconnecte complètement de la vie, tout simplement, et de sa nature profonde. Donc voilà, c'est ce que ça, pour moi en tout cas, fait évoluer très rapidement, cette vision-là. Et donc ça a aussi influé sur ta manière de créer aujourd'hui, parce que tu crées avec tu me parlais tout à l'heure d'une vision, d'une magnificence de la vie, de l'existence, et ça t'amène à avoir une belle vision de l'avenir et de créer dans ce sens-là pour créer comme un paradis sur... C'est ça. Je pense qu'on a tous un paradis extérieur à créer dans l'accomplissement et dans la mission de vie. Il peut être fait de tout, en fait, de tous les règnes, y compris celui de l'humain et de sa place. Donc, mais c'est aussi la nature, c'est les végétaux, c'est les minéraux, c'est les animaux, c'est un tout harmonieux. C'est simplement vouloir se rattacher à la connexion universelle terrestre, celle de l'incarnation, quoi. Et c'est ce que je vis et c'est ce que je prétends vivre. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est riche, c'est riche à l'infini. C'est qu'un livre ouvert d'accomplissement, justement. C'est comme un grand livre qu'on ouvre et sur lequel on écrit chaque page, en fait. Et du coup, effectivement, c'est la grosse sensation que j'en ai, quoi. Et c'est du pur bonheur. C'est du pur bonheur. Et donc tout ce chemin, ce processus que tu as vécu, parce qu'il y a eu l'expérience forte, et puis après il y a tout ce qui en a découlé dans ta vie après, tout ce que tu as mis en place. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit dans les mois, dans les semaines après d'intégration de cette expérience hors du commun, quoi, de cette expérience de reliance intense? Tout à fait. Du coup, effectivement, et je parlais tout à l'heure de synchronicité, mais c'est ça en fait, c'est des synchronicités qui viennent peut-être de cette reliance à, je dirais, alors c'est Frédéric Lenoir qu'on parle très bien, de l'âme du monde. Donc c'est comme si on imaginait une espèce de trame invisible dans l'univers qui nous entoure, une sorte de grille, on va dire, énergétique. Je fais un peu de géobiologie, mais je le décriverai un peu comme ça, auquel on se relie par des fils invisibles. Et là, il s'est avéré que pour cette histoire-là, en tout cas, quelques je dirais 6 semaines après, avec un collaborateur, en fait, on s'est retrouvé dans les Hautes-Alpes, donc dans la vallée de Fressinière. C'est au pied du parc des Écrins, à côté de l'Argentière-la-Bessée. On marchait le long d'une rivière, au bord d'une forêt, pareil, en célébrant le moment, quoi, parce que c'est vraiment une vallée magnifique. Et nous est venue l'idée, alors je lui ai raconté l'histoire de ma perdition, justement en mer, les cercles et tout ça, et nous est venue l'idée de, je sais pas, on était déjà dans l'événementiel, groupe de rock, etc. à produire, et là on a une idée sublime, on s'est dit, elle est tellement belle cette vallée que ce serait chouette un jour faire venir des Indiens d'Amérique. Parce qu'on imaginait que si on les mettait dans ce cadre-là chez nous et tout ça, ils seraient complètement étonnés de voir la magnificence du lieu et l'endroit dans lequel on vit aussi également. Et ça nous est venu comme des gamins, je dirais presque, puisque quand on s'est échangé sur le sujet, d'emblée, le même jour, on a été voir le maire du village, donc de Fressinière, Monsieur Dor, à l'époque. On a été le voir, d'emblée. On lui a dit, voilà, vous nous connaissez comme animateur de ville à l'Argentière, etc. On fait beaucoup de musique, de choses comme ça. Et là, on aimerait faire un truc de ouf, faire venir des Indiens d'Amérique dans cette vallée. Et c'est une idée qui est venue comme ça Ça venait d'en haut probablement, et on s'est retrouvé au pied d'un rocher, d'une roche qui fait plus de 40 mètres de haut, et qui celle-ci au coucher du soleil, il devait être je sais pas 20h45, 21h, le soleil d'ailleurs faisait comme un profil sombre dans la lumière justement, et on voyait le profil d'un Indien d'Amérique avec sa coiffe, son profil, son nez, sa bouche, et ça ressemblait à Sitting Bull. Et c'est en fait là que ça a été déclencheur, on s'est dit mais c'est ça qu'il faut faire.
C'est ça qu'il faut faire. On fait venir des Indiens d'Amérique là. Et ça a été déclencheur. Et c'est ce qui nous a persuadés d'aller voir le maire le même jour, qui nous a d'ailleurs pris pour des jeunes garçons avec un beau syndrome de Peter Pan, en se disant mais qu'est-ce que vous voulez faire là? Vous voulez jouer aux Indiens et aux cow-boys quoi. Enfin voilà. Et on lui a dit non, c'est sérieux, ça pourrait être quelque chose d'assez créatif, novateur. Il y a des traditions, il y a des choses comme ça. Et puis c'est aussi dans les mythes fondateurs. Donc de tout. Et puis gamin, on a vu ça. Donc tout en sachant que dans le même temps, donc je rappelle l'époque c'est 89-90, sortait le film Danse avec les loups. Je sais pas si ça te parle. Donc du coup c'était percutant d'ailleurs de voir des natifs américains parler leur langue et enfin considérés comme des êtres humains. Alors que les mythes du cinéma voulaient en faire des sauvages, des maudits sauvages. Moi j'avais vu très tôt d'ailleurs le film avec Dustin Hoffman, Little Big Man, donc du coup ça m'avait juste ça inspiré quoi à l'époque, et je me suis dit bah voilà on fait ça. Et il s'avère qu'en fait le maire de Freycinet, Monsieur Dor, donc quelques 4, 5, 6 jours après, il nous a rappelé au téléphone et puis il nous a dit la chose suivante: bah vos histoires en fait, moi je suis obligé d'en référer au préfet de région. Je lui ai soumis l'idée parce qu'on était en train de converser justement sur la saison culturelle du village et de la vallée. Et là, j'ai une nouvelle à vous annoncer assez rigolote, c'est qu'il est d'accord. Et mieux que ça, il m'a dit il est là avec son chauffeur. Dans 1 heure, il est là et il vous donne rendez-vous. Donc bougez-vous les fesses. Il veut discuter avec vous. Incroyable. Bon. À l'époque, j'ai su que c'était le plus jeune préfet élu en France. Il venait juste de prendre son poste. Il est arrivé avec son chauffeur et puis il nous a pris en aparté. Il m'a dit mais c'est quoi cette histoire pour vous faire venir des Indiens d'Amérique? C'est quoi pareil, un peu le même syndrome de Peter Pan quoi. J'ai dit non c'est très sérieux, ça nous est venu comme ça, c'est une idée. Et puis en fait en quelques minutes il nous a dit la chose suivante, il dit voilà mon déplacement il est relié à cette chose là, c'est qu'en même temps le ministère de la Culture a décidé justement de faire un lien et un pont avec des anciens combattants américains d'origine native qui n'ont jamais été honorés sur notre territoire. C'est-à-dire qu'on a parlé à une époque des fameux Windtalkers, donc ce sont des natifs amérindiens Navajo ou Lakota ou Cherokee ou Shoshone qui étaient venus donc a priori donc dans les dernières années de guerre, donc de la dernière guerre mondiale, donc entre les années 40 et 44-45, pour organiser en fait comment on va dire, les prémices du débarquement en fait. Et comme ils avaient un langage traditionnel, ils étaient en fait non décodables des renseignements nazis, des renseignements allemands. Et il dit ça tombe bien parce que si vous voulez aller chercher des Indiens, c'est vous qui allez les chercher et ça sera l'occasion justement de pouvoir relier des choses et renouer avec eux et peut-être leur culture, et c'est la demande du ministère de la Culture, donc c'est pour ça que j'ai pris mon chauffeur et je suis venu vous voir. Et là tu te dis bon ok, je dirais presque repos, vous pouvez fumer quoi. Et donc du coup on était là complètement aux anges. Je dis mais c'est pas possible quoi, une histoire pareille c'est pas possible quoi. Il dit si je confirme. Il dit on a même une exigence et on va vous apporter des fonds pour pouvoir le faire. Mais justement, je tiens au nom même de l'État de pouvoir honorer votre demande. On va faire le don de cette terre, un don symbolique de cette vallée aux Indiens d'Amérique. Là c'est la cerise sur le gâteau. Il nous regarde en riant avec un beau sourire, très jeune. Je pense qu'il avait 39 ans quoi. Voilà, il dit mais maintenant il n'y a plus qu'à les gars. Voilà. Et effectivement, avec mon collaborateur de l'époque, on s'est dit, ok, donc un Indien d'Amérique, on les trouve pas forcément sous la botte d'un cheval, comme on dit. Comment on va faire? Donc on a été à l'époque un petit peu investiguer les milieux universitaires de Grenoble, de Lyon, pour savoir effectivement s'il y avait des Indiens d'Amérique qui étaient par là, etc., etc. Et en fait non, puisque souvent on trouve des universitaires, mais plutôt d'Amérique du Sud, Argentine, Brésil, Amazonie, et donc des Indiens d'Amérique du Middle West américain. Voilà, on a juste appris qu'il y avait on appelait ça à l'époque, ça s'appelle toujours comme ça, des Rambo, qui avaient lieu en Allemagne. Et du coup, pour trouver une association ou quelque chose en France, en tout cas, qui avait un lien quelconque avec les Indiens d'Amérique, c'était compliqué.
compliqué de chez compliqué. Et là, on s'est dit, bon, bah, ok, donc, tant pis, il va falloir perdurer, chercher, etc. Donc, on a eu un battement, on va dire, 3 semaines, 1 mois. Et comme on avait un petit peu investigué le milieu universitaire grenoblois, à Fontaine, il y a une fille qui nous appelle, une étudiante, et qui nous dit la chose suivante. C'est quoi votre histoire de l'autre fois que vous nous racontiez, comme quoi vous voulez faire venir des Indiens d'Amérique dans la vallée de Fressinière pour je sais pas quoi faire, etc. etc. Je dis, bah écoute, voilà, c'est un truc, une proposition qu'on a faite qui a l'air de fonctionner. Il dit, bah écoutez, si vous voulez discuter avec un natif d'Amérique du Nord, du Middle-Ouest américain, eh ben, prenez votre voiture, il est chez moi, il vous attend. Ok, bah pareil, deuxième truc, je dis mais ça sort d'où, ça vient de quoi et tout. Elle nous dit 2 mots. Elle nous dit 2 mots, dit c'est simple, en fait il arrive juste des États-Unis, il vient de débarquer à Paris, il a été à l'Alliance internationale pour apprendre 2 mots de français, 2-3 mots de français, il s'appelle Clark Whitebird, Clark Oiseau Blanc. Il est dépêché par son peuple, par sa communauté, et il a des choses à vous dire. Bon, ok, donc on a pris nos petites bagnoles. On s'est rencardé à Briançon, on n'en a pris qu'une, on faisait du covoiturage à l'époque. On est descendu à Grenoble, on a rencontré Sonia, ensuite Clark qui s'est présenté. Et la chose assez étonnante qui nous a dit d'ailleurs à ce moment-là, c'est You are my dream. Vous êtes mon rêve. You are my vision. Bon, ok, j'ai dit d'accord. Ok, bah moi c'est Paul, et lui c'est Jean-Marc. Et stoïque, parce que par définition un Indien d'Amérique c'est stoïque, pragmatique, cheveux très longs, magnifique personnage, beaucoup de charisme, beaucoup de stoïcisme. Et puis il nous raconte son histoire. Il dit bah voilà, je viens juste de débarquer des États-Unis. Je suis parti de Denver, je suis arrivé à Paris, j'ai passé quelques temps et là j'ai quelques mots de français, mais je parle très 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 mal français. Donc on est passé à l'anglais. Et là il nous explique qu'en fait la nation, Lakota, les Sioux donc, ont décidé de lever le deuil de leur nation, et ce deuil s'est porté pendant 7 générations, donc de 1890 à 1990. Deuil qui a été porté par toutes les nations amérindiennes, et en particulier les Lakota, pour un dernier grand massacre qui a eu lieu à Wounded Knee et qui a fait plus de 450 morts à l'époque. Alors la petite histoire, il faut aller voir sur internet de quoi il s'agit. C'est simple, c'est un massacre, il n'y a pas d'autre nom en fait, c'est un échauffouré au départ. Les Lakota sont rassemblés sur un site qui est celui de Wounded Knee. Ils reviennent de Fort Laramie, avec séparés d'ailleurs des jeunes guerriers, et puis il y a parmi eux un jeune Lakota qui est sourd, malentendant, qui n'a pas une très bonne vue non plus, et c'est un jeune lieutenant de l'armée américaine qui le voit avec un pendant, je dis bien un pendant de fusil. En fait c'est un vieux chasse-peau, un vieux truc probablement peut-être de l'armée française, parce qu'il faut savoir que la Grande Louisiane était française à l'époque, je le rappelle, parce que les États-Unis étaient aux 3/4 français. Voilà, donc un vieux truc, donc et comme c'était un cadeau qu'il avait reçu, le lieutenant a réagi, lui a tiré son fusil. Et lors de ce truc-là, il y a un autre qui était derrière en posture de tenir une mitrailleuse, une Hotchkiss, et parce qu'il voyait l'échauffourée partir en bibrine, il a décidé de tirer sur le tas, quoi. Et en fait, ça a fait, je vous dis, plus de 350 morts, femmes, enfants, etc. Donc voilà. Et donc cette nation Lakota a porté le deuil pendant 7 générations. Et donc Clark Whitebird, lui, était en fait voué sur l'idée du conseil tribal et d'une vision aussi, celle de Nicolas Black Elk, d'un jour aller lever le deuil en territoire ennemi. Et le territoire ennemi, c'était chez les Français. Pourquoi ? Encore l'histoire de la Grande Louisiane, et parce que le rapport qu'avaient les Sioux Lakota avec les Français était beaucoup plus prude, beaucoup plus honnête, beaucoup plus sincère, beaucoup plus bienveillant que pouvaient l'avoir les Anglo-Saxons à leur égard.
parce que les anglo-saxons, alors c'est prouvé par l'histoire, hein, ils ont amené l'alcool, la poudre, ils ont amené la prostitution, les couvertures avec la variole, enfin toutes sortes de choses, voilà. Par contre, et c'est pas du prosélytisme franco-français ou chauvin, le rapport qu'avaient les Sioux avec les Français était beaucoup plus bienveillant, on va dire, et mutuel. Donc il y a eu des mixités. Et du coup, il y a aussi cette mémoire-là qui est restée. Et plutôt que d'aller faire ça justement chez l'ennemi anglo-saxon, il avait été décidé par les conseils tribaux de l'époque de le faire en France. Et comme par hasard, il y avait 2 clampins de l'autre côté, donc les 2 fameux clampins dont on parle juste avant, qui avaient décidé, eux, de faire venir des Indiens d'Amérique dans la vallée de Freycinet. Et c'est pour ça que ce cher Clark Whitebird, quand il a vu ce qu'on lui avait raconté et ce que lui nous demandait en échange, il a dit vous êtes bien mon rêve, quoi. Et moi je lui ai répondu tu dois être notre rêve aussi, puisque voilà quoi, puisque les choses s'accordaient. Donc on parlait de synchronicité tout à l'heure, c'en est une très belle, fulgurante même, je dirais. Et donc ça a pu se faire. On a fait une tournée de conférences durant 3-4 mois dans tout le sud de la France avec lui pour expliquer un peu l'histoire des Indiens d'Amérique. On profitait d'ailleurs du courant et du succès du film Danse avec les loups à l'époque, qui résonnait dans toutes les salles de France. Et du coup, effectivement, on a eu plein de monde, plein de choses, jusqu'au moment où Clark a décidé de retourner vers son peuple, et avec l'accord donc du préfet de la région et de l'État français et du ministère de la Culture, on a fait à cette époque venir à peu près une 40aine de personnes d'origine Sioux, sur lequel on avait décidé de commémorer, de célébrer et de lever ce deuil par cérémonie en fait. Et on a intitulé ça à l'époque l'été indien. Donc ça s'est déroulé dans cette fameuse vallée de Freycinet. Et du coup, on a été accompagné très vite de gens, parce qu'il nous fallait autre chose que de la cérémonie, forcément, parce que pour le grand public, il fallait trouver de la musique, des liens, des échanges. Du coup, déjà en tant qu'animateur, toute la jeunesse des collèges, des lycées, des environs de Briançon, l'Argentière, Gap, etc., se sont adjoints à nous pour honorer et célébrer cet événement-là. Et ça a donné lieu à une chevauchée qui avait eu lieu d'ailleurs aux États-Unis au préalable, de 86 à 90, qui s'appelle en Sioux la Citrankawo Kriksuye, qu'ils ont fait pour commémorer cette levée du deuil pendant 4 années. 4 années, donc de 86 à 90, et qui se refait depuis tous les ans de Fort Laramie jusqu'à Wounded Knee par l'hiver, à la date anniversaire du massacre, c'est-à-dire le 21 décembre de chaque année, par moins 40. D'ailleurs, vous pouvez voir le fameux film qui s'appelle The Ride, qui est récent, et qui traite de cette chevauchée reconduite par les jeunes d'aujourd'hui, la jeune génération, voilà, et qui a de toujours lieu. Et donc du coup, ça a donné lieu à Freycinet, à cette chevauchée, à ces échanges avec ces jeunes, collèges, lycéens, etc., étudiants, à plein de manifestations culturelles, des expos, des conférences, et cette chevauchée qui s'est reproduite du col d'Anon vers la vallée de Valouise et vers l'Argentière, et voilà. Et le lieu a été marqué, donc un festival qui a duré plus d'une semaine, avec en gros 5000 personnes par jour, des artistes qui nous ont été livrés par une charmante personne qui a voulu de son âme, et je la remercie là, et je lui ferai même le truc après, la vidéo si nécessaire, qui s'appelle Véronique Sanson, qui revenait justement des États-Unis et qui nous a apporté le possible, en tout cas le parrainage et la possibilité d'avoir affaire à des artistes qui ont pu faire scène avec nos amis Lakota, nos amis Sioux à l'époque, et qui depuis sont toujours là et toujours à m'aider dès qu'il y a un événement autour de l'Amérique indienne aujourd'hui. Donc je vous dis, cette histoire elle date là, mais voilà, ce lien s'est créé d'emblée avec eux. Ça a donné naissance à une association qui s'est appelée Amitié Franco-Lakota, qui celle-ci avait pris source et naissance dans le nord de la France, et elle était toute jeune. Et du coup, elle s'est affiliée avec un président qui s'appelle toujours d'ailleurs Didier Dupont, qui travaille là-bas d'ailleurs, qui est prof de langue et qui curieusement apprend le français aux Sioux en ce moment même aux États-Unis, et le contraire, qui apprend la langue traditionnelle aux jeunes Sioux aussi. Donc c'est un linguiste. Donc voilà, et qui lui a fait œuvre de rester là-bas dans le sud Dakota depuis, quoi. Et puis tous les autres amis qui m'ont accompagné depuis sur tous les échanges qu'il y a pu y avoir avec l'Amérique indienne depuis, avec bien sûr depuis 90
90 des manifestations régulières autour de dons de terre qui ont été faites dans le sud de la France avec Thierry Cintas pour pas le citer. Alors c'est des cas rares, mais des gens qui ont créé leur propre Éden et qui ont filé une partie de leur terre à des Indiens d'Amérique. Donc qui ont accepté, donc ça a donné lieu à des échanges. Ça s'est refait d'ailleurs à Fressinière et à l'Argentière, mais des gens en privé, en privé, qui ont décidé de donner une partie de leur propriété aux Indiens d'Amérique. Voilà, ça s'est fait un peu dans le sud de la France, ça s'est fait, voilà, et ça a été l'occasion d'augmenter le nombre d'échanges possibles entre les nations amérindiennes, et voilà. Et depuis, je garde ce lien tant bien que mal avec eux sur des événements, sur ce qu'il est possible en tout cas de faire, à moindre, à moindre qualité, parce que des fois, ça peut être juste des conférences, donc des plus petites choses dans un petit village, comme ça peut être des grandes manifestations. Récemment, au Rêve de l'Aborigène, j'y ai monté un village de tipi où chaque année des natifs viennent, etc. Enfin voilà. Et depuis, ça m'a amené à élargir un petit peu le champ d'expérimentation avec les Indiens en général, puisque depuis, on a fait des reliances justement entre peuples autochtones, qui fait que j'ai fait se rencontrer des Indiens d'Amérique du Nord, Canada. J'ai aussi également été là-bas, rencontré les grandes familles algonquines, iroquoises, voilà, un petit peu toutes les nations, une partie des 500 nations. J'ai beaucoup voyagé en Haute-Mauricie, Canada, Middle West américain, on a organisé aussi des rencontres. Enfin voilà, on a essayé de faire en sorte que tout ça devienne du lien entre eux, quoi. Et en France, on a rejoint des fondations comme la Fondation Anaco, avec les peuples d'Amazonie, avec Nas Futur, avec d'autres associations qui sont adjoints à des projets qu'on essaye aujourd'hui d'unifier, en fait. Voilà, de converger pour rendre un peu plus visible tout ça, voilà, aux yeux de l'Occident, en fait. Et toutes ces rencontres que tu as faites, ces voyages et ces rencontres avec ces peuples racines, peuples premiers, qu'est-ce qu'ils ont, à ton avis, à nous apprendre, à nous enseigner de leur mode de vie, de leur vision? Ce qu'on a déjà, en gros. Ce qu'on a déjà et ce qu'on a oublié, puisqu'on a aussi notre propre culture, ethno-historique, et je pense qu'on a enfoui dans notre propre culture, qu'elle soit gaélique ou celto-gaélique, ou peu importe, qu'elle soit cathare, qu'elle soit du sud aussi occitane, qu'elle soit auvergnate, qu'elle soit ce qu'on voudra, aquitaine, qu'elle soit, enfin voilà, on a des traditions tous, et du coup dans cette mémoire-là, je pense que le fait d'avoir engendré ça, c'est-à-dire la possibilité d'avoir ces échanges, ça nous permettait à nous, occidentaux, d'avoir à revisiter notre propre vision du monde, en fait. Donc c'est pour ça que je me suis voué à suivre ce chemin-là, parce qu'il était en aucun cas question de prendre la place de quoi que ce soit en termes culturels, et je considère que toute culture, quelle qu'elle soit dans ce monde, elle se doit d'être respectée et d'être respectable. Alors malgré l'histoire, malgré ce qu'on en sait de l'Amérique indienne, des massacres, des peuples autochtones en général, mais je crois que c'est ça, je crois d'abord qu'on a ça en nous, et qui plus est, si on s'en rappelle, on peut se reconnecter, se relier en référence à ce qu'ils sont et ce qu'ils sont restés eux, parce que justement, je crois que dans leur cosmologie, dans leur façon d'être, c'est quelque chose qu'ils ont maintenu dans l'adversité, parfois dans l'horreur, parfois dans une grande tristesse, et malgré tout, pour 12 millions d'âmes qui existaient à la fin du siècle dernier, même si tout ça s'est étiolé et qu'il en reste à peine 4 millions aujourd'hui dans certaines contrées, régions du Middle West américain, c'est des gens qui sont toujours là, vivants, et voilà. Et malgré tout, même si on considère que le génocide de ce point de vue-là il perdure, c'est un grand gâchis auquel il faut arriver à arrêter ce processus mortifère à l'égard à la fois des nations autochtones et de ce qu'ils représentent à la fois de savoir et d'adaptation au milieu, etc. On a rencontré tellement de gens, alors je prends l'exemple des Kogis entre autres, avec Éric Julien que j'ai rencontré également. On se rend compte en fait que tous les peuples autochtones ont des savoirs singuliers, particuliers, et c'est le cas des Lakota d'ailleurs, avec des propensions à s'être inventés chacun et chacune des méthodologies séculaires
ancestrales et qui sont que l'appropriation naturelle des choses en fait. Que ce soit sur l'expérimentation des plantes, des arbres, de l'arboriculture, de l'agroforesterie, de tous les éléments, de la pêche, de la cueillette, de tout ça, ils ont des choses qui sont là de manière séculaire et on parle de survivalisme, on en parlait tout à l'heure, ils sont à même d'avoir tout ça en eux, de par leur façon d'être, en conscience, reliée, et d'avoir une si grande faculté à observer qui sont confondus, je dirais, à la nature. Nous, on s'est extériorisé à tout ça, c'est-à-dire qu'on a parlé d'environnement, mais c'est quoi l'environnement? C'est quelque chose qu'on a mis autour de nous. Hein, l'environnement, c'est autour de soi, alors que non. Leur considération à eux, elle est inclusive. Et on est la nature par découlaison. Donc voilà, c'est ça qu'ils ont à nous réapprendre, parce qu'on l'avait tout ça. Donc c'est ça qu'ils ont à nous réapprendre, cette manière de voir les choses de manière inclusive. Nous sommes la nature. Pourquoi on a dissocié les choses? Dans cette manière, justement, de voir les choses de manière circulaire, il y a aussi ces notions pyramidales qui sont intervenues, c'est-à-dire obtus, exsangues, qu'on pas de sens, le fameux précepte pyramidal des choses, quoi, du pouvoir et du reste, alors qu'eux ils n'ont pas ça du tout, qui fait que ils ont su se prémunir, se préserver, et j'espère que ça va encore être plus cinglant maintenant, qu'il y a des réelles prises de conscience pour encore plus rendre visible tout ça aujourd'hui, parce qu'on en a besoin, sinon on va dans le mur si on n'a pas compris ces reliances là. Sur l'observation, aujourd'hui on sait pertinemment que ce qu'on appelle le biomimétisme par exemple, aujourd'hui, hein, c'est une terminologie scientifique de l'approche de la nature elle-même, en se disant qu'on peut en tirer des choses qui pourraient être notre propre devenir. Et ben, si on allait de manière plus juste, plus vraie, plus belle, plus bienveillante vers ces gens-là pour en apprendre plutôt que le contraire, c'est-à-dire d'en imposer, eh ben, on arriverait certainement à avancer plus vite sur tout ce qui est environnement, la reconsidération même de notre survie. Hein. Enfin, la survie, pour moi, j'y crois pas d'ailleurs, c'est la vie tout court. Donc voilà, c'est pourquoi c'est important de rester relié à tous ces gens-là. Et je crois que d'ailleurs, c'est l'actualité inconsciente même qui veut que ce soit comme ça, puisque le modèle qu'on nous a proposé jusqu'à maintenant, on voit bien comment il est fragile, comment il est à ce point rendu caduque par un truc qui fait que l'idée même de la croissance dans un espace réduit, qu'est la Terre, c'est pour ça que je parle plus facilement de terriens que de communauté quelconque. Si on était tous des terriens, il n'y aurait pas vraiment, au sens propre au fond du terme, on n'aurait pas tous ces problèmes-là, quoi. On aurait cette considération du tout et cette faculté à pouvoir préserver et se faire relier les choses entre elles sur le principe même de l'échange plutôt que du contraire, quoi. Voilà. Et ce sont des principes que eux, les Lakota et tous ces autres peuples ont intégrés dans leur sagesse, dans leur mode de vie, mode de pensée. Toi qui connais bien leurs préceptes, leur vision, leur sagesse et leur art de vivre. Au-delà de cette notion de reliance, qu'est-ce qui pourrait d'autres nous inspirer pour vivre ensemble ? Alors il y a un truc que j'ai découvert chez eux. Alors j'ai eu cette chance inouïe parce que vraiment rares sont les Européens qui ont eu cette chance de pouvoir participer à des cérémonies. Il y en a 7, hein, il y a 7 cérémonies. Alors je les ai pas toutes faites bien sûr pour pas avoir consacré. Et puis c'est aussi une progression spirituelle tout ça. Donc ça demande du temps, ça demande du voyage, des moyens, etc. Mais c'est d'avoir découvert la plus grosse des notions que j'ai appréhendé avec eux, c'est la notion de ritualisation des choses. D'accord ? Quand je dis ça, c'est le rite. En fait, ce qui manque à l'Occident, aujourd'hui, je pense, c'est cette notion de ritualisation des choses. On n'a plus de rite. C'est fini. Il n'y a plus de rite de passage de l'adolescence vers l'âge adulte. Il n'y a plus tout ce qui est nécessaire à cette transmutation de l'humain vers quelque chose qui va l'asseoir dans sa verticalité, dans sa conscience, voilà. Et eux, je pense que c'est la plus belle des choses qu'ils ont su conserver dans l'adversité, au pire même, hein, comme ça a été le cas pour Nicolas Blakelk, c'est-à-dire par exemple devenir chrétien pour justement protéger ses traditions séculaires et ancestrales. Et l'histoire le prouve, il est devenu chrétien pour continuer les cérémonies séculaires et ancestrales. C'était le seul moyen qu'il avait de conserver la paix pour pouvoir le faire et surtout de pouvoir retransmettre par la tradition orale à ses pairs et aux générations futures. Et c'est ça, donc c'est à la fois cette notion de ritualisation, de sacré, de cérémonie. Ça m'a fait découvrir une seconde chose,
c'est que dans les rites et dans les cérémonies, c'est la notion de collectif. D'accord ? C'est-à-dire, alors on a beau dire qu'en Occident, plus on est et plus on a des chances d'atteindre nos fins, et ben chez eux c'est applicable à tout point de vue et dans l'absolu. Et dans une approche, je dirais, complètement consciente et complètement, alors on parle d'animisme dans ce cas-là, relié, complètement dans cette reliance qui va faire que le tout est interrelié. Et quand c'est fait en conscience de tous, quand je dis tous, c'est les anciens, les plus jeunes, les tontons, les tatas, lors des cérémonies, tout le monde est là. Il n'y a pas d'exclusion aucune de qui que ce soit. Et ça représente une force cérémonielle très puissante qui, celle-ci, fait apparaître, alors j'écris, je suis en train en ce moment même d'écrire là-dessus, un bouquin qui s'appelle La levée du deuil. C'est difficile d'en parler parce que ça touche vraiment le sacré, ça touche vraiment des forces, alors certains d'entre nous en Occident de forces mystiques ou ésotériques, mais non, c'est juste que de l'énergie pure en fait. Et quand ça s'est produit des cérémonies, des rituels, et ben, je le dis pour l'avoir vécu, le mot circonstanciel qui me vient à la tête à ce moment-là, c'est amour. Et ben même ce mot-là, au niveau terrestre, eh ben, il ne suffit pas, quoi. C'est-à-dire que l'idée qu'on s'en fait ne suffit pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on maîtrise dans ce soi-disant amour ces moyens ritualisés, cérémoniels et sacrés pour arriver à nos fins, au collectif, ensemble et en famille, on arrive à des choses stupéfiantes. En termes de guérison, en termes de création d'aura énergétique qui vont faire que telle personne va sortir. Alors je prends l'exemple tout simple de mon épouse qui, quand elle est arrivée dans la réserve, elle a fait juste une petite loge de sudation et elle avait demandé à l'époque d'arrêter de fumer parce qu'elle nous faisait de la tachycardie à cause de l'avion. À l'époque on fumait encore dans les avions, c'était horrible. Et elle s'est fait une crise de tachycardie et quand est venu le moment de cette première cérémonie qui s'appelle Hinipi, donc la loge de sudation, la loge de vapeur, elle avait les fouettes comme tout le monde, quoi. Elle se demandait, ouais, mais si je fais ça, que je fume et que machin, je risque la crise cardiaque. Et notre ami, le leader, Burjol Kistret à l'époque, qui nous a quittés d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, lui a dit, mais la chose suivante, mais il y a avoir peur de rien du tout. C'est l'univers lui-même qui accompagne tout ça. Donc si tu as vraiment en toi et en conscience l'idée d'arrêter de fumer, il y a avoir peur de rien. Et effectivement, la loge de sudation, bien que la température soit forte, qu'on atteigne presque les 32, 33 degrés, voilà, ça pète quand même, quoi. Mais c'est fait en commun, la bouche peut se rapprocher de la terre justement pour mieux respirer, il y a 4 parties où on peut réouvrir, voilà. Toujours est-il que mon épouse n'a jamais plus refumé de sa vie depuis. Alors je dis ça, c'est qu'un exemple, mais on parlait de la sauge tout à l'heure, c'est la sauge et le tabac, c'est 2 choses qui apparaissent dans les cérémonies amérindiennes. Les 2 choses absolument indispensables dans chaque cérémonie. Le tabac était sacré d'ailleurs à l'origine, hein, et la sauge aussi. Et du coup, quand on est arrivé une première fois pour ces premières cérémonies de sudation, par exemple, on avait quelqu'un qui nous disait mais avec la sauge en fumigation on fait plein de choses, déjà d'un point de vue physique, en termes de matière, mais d'un point de vue, je dirais presque conscient et animiste cette fois-ci, de manière éthérée, de manière animiste. C'est une plante que si on veut, elle peut guérir un cancer, elle peut guérir, voilà quoi. Et on a eu des exemples, puisque c'est la 2e cérémonie. Alors la première étant, des 7 cérémonies, c'est le Inipi. Il y a une 2e cérémonie qui s'appelle le Yuipi, et qui est une cérémonie collective de guérison, qui est généralement demandée par une personne malade, et qui celle-ci rassemble qui veut dans la famille, dans le clan, dans le Tiospayé, c'est le nom qu'on donne, auquel je fais partie. Le Tiospayé, c'est la notion de famille élargie, hein, c'est-à-dire qu'une famille élargie, c'est pas forcément le cousin, la cousine, c'est des gens. Voilà, et c'est le Tiospayé, le clan, la notion tribale, mais en harmonie, etc. Donc tout le monde vient. Il y a cette cérémonie Yuipi. Généralement, on fait l'obscurité dans la pièce. Là, en l'occurrence, c'était une sorte de chalet. On nous avait demandé d'enlever les ampoules, tout ce qui était électrique. Le saint homme, on ne parle pas de chaman, hein, attention. Je tiens bien au mot. Dans ce cas-là, chez les Indiens d'Amérique, on parle de sainte personne ou d'homme médecine man. Le mot chaman, c'est encore un truc
transmuter de l'Occident vers là-bas, alors que c'est pas la même terminologie, c'est pour ça que je préfère employer les bons mots. Donc c'est le saint homme qui arrive avec ses colifichets, il s'enferme dans une couverture, la cérémonie commence, il y a plein de gens qui arrivent, des chanteuses, des drummers avec le tambour, et voilà, et tout ça, ça se fait dans la joie, et on va renvoyer à la personne malade le fait qu'elle ait abusé de la vie, mais en rigolant, en lui disant mais t'as vu comment tu t'es considéré à boire tout ce que tu as bu, à mal manger tout ce que tu as mal mangé, etc. Mais tout ça, c'est jamais dans une notion de jugement, c'est fait dans la joie, dans la célébration. Et en rigolant, on lui dit, bah voilà, t'es malade maintenant, mais on est là justement et tu vas guérir. Et c'est ce qui se passe. Donc du coup, bah, c'est des chants, c'est des danses, ça se fait dans l'obscurité et on voit se manifester ces énergies-là. Donc, alors, c'est resté dans le secret ou peut-être un certain temps parce que la littérature en parle peu, mais c'est des champs électroplasmatiques, d'énergie pure qui apparaissent, qui volent dans tous les sens. Et il y a des manifestations comme ça, voilà, et qui incitent juste à l'humilité. C'est tout. Et après, bah, on apprend que la personne en question, après la cérémonie, 3 mois après, bah, il y a une réminiscence complète de son truc, et puis elle a passé une étape et elle a entamé une nouvelle vie. Je dirais presque une nouvelle incarnation. Voilà. Bon, alors j'ai écrit, je l'écris en ce moment même dans mon bouquin. C'est dur pour un occidental moyen de comprendre ces choses-là, mais bah, il va bien falloir qu'un jour on en parle, quoi. Qu'à un moment donné, oui, la force de la conscience, elle peut produire une énergie pure qui, celle-ci, peut amener à la guérison et voilà. Alors effectivement, dans les autres traditions, on parle de ki, on parle de chi, de je sais pas quoi, peu importe la traduction. Mais moi, je l'ai vu de mes yeux vus avec mon épouse, avec un collège de personnes qui étaient là, occidentales, qui eux aussi, avec leur, sacro-sainte éducation judéo-chrétienne, avaient aussi des doutes. Il y a de quoi se poser des questions, c'est sûr, mais ça dure pas longtemps. Moi, je sais qu'en tout cas, quand ça m'est arrivé, que j'ai vu ça, ensuite, il y a eu un autre champ électroplasmatique qui est apparu en forme ovoïdale, qui est venu nous visiter, nous voir, comme si c'était une manifestation qui venait elle-même de Gaïa, quoi, de la Terre elle-même, pour, magnifier tout ça, quoi. Alors, est-ce que ça pouvait pas être, c'est du collectif, ça pouvait être une vue de l'esprit puisque tout le monde l'a vu, mais c'est là être présent avec bienveillance et il se passe un truc. Donc, moi, je sais que mon réflexe par rapport à cette vision, à cette NDE, c'était, j'ai retrouvé à peu près la même sensation de douceur, de chaleur, de bien-être à ce moment-là qu'à ce moment où justement je vivais cette NDE. Alors là, je te le donne en exclusivité parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui en aient parlé aujourd'hui de cette manière là en tout cas, mais c'est ce que j'ai ressenti et que ça c'est un pouvoir guérisseur et que c'est ça peut-être la solution du monde qui vient, c'est-à-dire de peut-être mieux appréhender ces énergies là, et ben foncièrement, même si ça peut paraître tabou pour certains, mystique pour d'autres, ou on va dire tiens il fait partie d'une secte ou je sais pas quoi, non, je crois que c'est juste ça, c'est tout, voilà. Et ce qu'on appelle peut-être l'énergie tirée du vide, c'est peut-être ça ce qu'on a vu, voilà. Donc voilà, donc moi ça m'a mis dans une posture complètement différente à partir de ce moment-là, jusqu'à dire que l'idée même, et je le répète, de l'idée qu'on se fait de l'amour, hein, tel qu'on peut le connaître au travers d'une belle amitié ou au travers d'un couple, etc. Mais ce que j'ai compris, reçu, ressenti à ce moment-là, mais c'est des milliards et des milliards fois plus que l'idée qu'on s'en fait. Tu vois, donc c'est incommensurable en fait, c'est inquantifiable, c'est un truc, voilà, voilà. Donc après, j'entends que l'Occident soit en quête de l'ayahuasca, de pratiques, j'entends tout ça. Mais je crois que pour comprendre la source, il faut avoir la volonté et le courage de pouvoir s'y rendre à la source. Après, comme je te le disais, il y a ces histoires de synchronicité qui fait de ma vie ce que je suis et qui est si singulière par rapport à tout ça. Donc voilà, donc ça me fait dire que je crois pas qu'on s'incarne pour rien, que toutes ces rencontres-là, elles sont pas fortuites et qu'effectivement, ça laisse pas forcément place au hasard que l'Occident croit connaître de ce point de vue-là. Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard, tout simplement, et que les choses se font parce qu'elles doivent être, tout simplement. Et ce que m'a apporté l'Amérique indienne par rapport à ça, c'est tout ça, c'est toute cette magie-là, au point d'ailleurs d'être, quand je suis revenu en France, j'en étais presque
attristé de me dire le chemin qu'il y avait encore à parcourir pour certains pour comprendre tout ça. Alors effectivement, aujourd'hui, on voit quelques allusions un petit peu fantasmagoriques dans certains films qui font allusion à ces approches un peu différentes. Mais on y va. J'espère qu'on va être plein à lever le voile sur tout ça. Bah là, tu vois, tu as une espèce d'exclusivité parce que c'est la première fois que je le dis devant un micro, justement. Je suis en train de l'écrire, c'est difficile, mais voilà, c'est de cet ordre-là, quoi. C'est effectivement... et ben c'est magique, quoi. Voilà, et ça peut soigner. C'est magnifique. Et quand tu parles de soins, tu parlais tout à l'heure d'homme médecine, de femme médecine. Est-ce que tu as aussi des notions de eux, comment ils appréhendent la médecine, la guérison? C'est par notamment cette reliance, comme tu dis, à cet amour inconditionnel, infini. C'est ça, tout en sachant. Alors j'ai bien aimé le terme, j'ai super adoré le terme du plus ancien des Lakota, malheureusement parti à nos jours, qui s'appelle, c'est une grande famille, c'est la famille Fulcro. Lui s'appelait Frank Fulcro, et il est le porteur, je dirais aujourd'hui même, de la sagesse médecine des natifs d'Amérique. Quelqu'un que j'ai pas rencontré physiquement, mais dans lequel j'ai beaucoup échangé avec sa propre famille, la famille Fulcro, quoi. Un personnage charismatique. J'ai son visage sous les yeux encore à chaque fois que j'en parle, comme s'il était là, quoi. Et j'ai de l'émotion. Et il disait la chose suivante. Il disait: nous sommes des intercesseurs. D'accord ? Et en fait, il faut se considérer comme des petits os creux et dans lequel en fait coule le flux de la vie et cette énergie-là, elle nous traverse. Alors ça correspond bien sûr à l'idée qu'on s'en fait des chakras et tout ça dans d'autres cultures qui sont plus à l'est de notre continent, quoi, en Asie, etc. Mais ça rejoint ça en fait. On est en fait quelque chose qui nous fait être des intercesseurs de quelque chose qui est plus grand que nous. Et on se considère, alors c'est lui qui a employé cette terminologie-là, des petits os creux. Des petits os creux dans lesquels coule le flux même de l'univers, de la vie, et voilà. Et l'idée d'intercession, d'intercéder, d'être le vecteur entre ces mondes, en fait, voilà, c'est ce qui me convient le plus. C'est pour ça que le mot chaman, j'ai du mal à l'employer, en fait, parce que il est déjà un peu fourvoyé, un peu galvaudé, puisqu'il nous vient de Mongolie, des peuples éloignés qui sont proches des Nénètes, d'une famille qui s'appelle Thaman. Ça, d'ailleurs, à prononcer, c'est compliqué. Thaman, et qui a donné le mot chaman en Occident, voilà, qui sont eux aussi des intercesseurs, avec d'autres pratiques. D'ailleurs, c'est des familles proches. Alors, supposer qu'ils aient traversé ou pas le détroit de Bering pour avoir eu dans le temps un échange quelconque sur les points de corrélation entre ça et le reste. Mais voilà. Donc du coup c'est ça, c'est l'idée que je m'en fais et ce qu'ils ont apporté, on le retrouve dans d'autres pratiques justement. Alors justement on fait le pont entre la Sibérie, etc. et le détroit de Bering, on retrouve des pratiques du même type, du même ordre aussi chez les Nénètes, les Tsatsam et tout ça. Alors les pratiques sont un peu différentes en termes de progression de cérémonie, donc voilà, mais l'objet, en tout cas l'appréhension animiste en est à peu près la même. On investit l'univers, les esprits, le monde des anciens. Alors les Lakota appellent ça les Tronkashila, les Tronkashila, c'est l'esprit des grands-pères, en fait des ancêtres, et comme si on était le vecteur nous-mêmes et intercesseur de toute cette lignée de la création, hein, puisque on est descendant d'eux, en fait, et eux ils le voient comme ça, en fait, donc les grands-pères des grands-pères des grands-pères, quoi. Donc c'est pour ça que le Père Ciel a toute son importance, et les grands-pères Tronkashila sont là pour justement accompagner ça. Alors chez nous en Occident on appellerait ça des anges, des esprits, etc. Mais là c'est ça, leur vision à eux, c'est ça. Et selon toi, pour l'avenir, ce qui vient, quelle est leur vision là-dessus? Alors c'est un sujet assez débattu. Moi je me suis demandé promptement si parce qu'en fait ça m'a forcément amené à étudier les mythes fondateurs par découleson, et surtout ceux liés au peuple racine. Et du coup on se rend compte qu'en fait il y a plein de corrélations, en fait, et que les mythes fondateurs relèvent toujours de la même approche, à savoir que qu'on soit chez les Apothèques, chez les Incas, chez les Mayas, chez plein de peuples, chez les Kogis, chez les Unis, chez les Shoshone, chez les Arapaos, enfin voilà, on retrouve quand même des dénominateurs communs
Et ces dominateurs sont liés d'abord au mythe fondateur de la création et se jouent comme des cycles. D'accord ? Alors, ils ne sont pas forcément dans les mythes et dans les contes traduits de la même manière, mais en tout cas, ils se rejoignent très souvent, quoi. Donc, en fait, pour les Lakota, ils vont être traduits d'une manière, pour les Shoshone d'une autre, en utilisant d'autres triscaires, on appelle ça des triscaires, c'est-à-dire c'est des personnages invisibles, des avatars en fait, mais on retrouve toujours les mêmes histoires, donc une notion de cycle, et que pour eux, déjà d'une part, on termine un cycle, comme le disent les Mayas, les Aztèques, donc on rentre dans un nouveau cycle, et ce nouveau cycle apporte une évolution forcément, puisque le tout étant, c'est que ce qu'ils appellent le grand mystère, Wakrant ou Wakantranka, nous on appellera ça Dieu par exemple, l'âme du monde pour Frédéric Lenoir, eux ils appellent ça le grand mystère, il est lui-même aussi dans l'impermanence, donc il évolue, donc puisque le grand mystère évolue, le reste évolue aussi également. Donc il y a cette notion-là qui vient, et qui amène tout juste derrière une notion prophétique. D'accord ? Ou des notions prophétiques, puisque ces prophéties sont traduites de différentes manières suivant les communautés, suivant les nations. Et là, si on prend la prophétie Lakota, on prend la prophétie du bison blanc. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la seule tradition, enfin en tout cas à ma connaissance, parce que j'ai cherché un petit peu, mais c'est la seule tradition qui a féminisé son avatar. Donc l'avatar qui pourrait correspondre au Christ dans la tradition judéo-chrétienne par exemple, c'est la femme en fond bison blanc. D'accord, c'est une femme. Elle apparaît dans son histoire à deux jeunes Lakota à qui elle a délivré un message, dont un est bienveillant et l'autre malveillant. Donc elle le fait cramer sur place de sa malveillance. Et elle dit à l'autre, on va rejoindre le village et j'ai des choses, tu vas les prévenir, j'ai des choses à leur transmettre, j'ai des choses à leur dire. Et c'est comme ça que ce jeune, avec toute peur confondue forcément, puisqu'il vient de perdre son ami, qui disparaît, on ne sait pas trop comment, puisqu'elle arrive, elle, sous la forme d'un nuage en fait, et elle est appelée la femme bison blanc parce qu'elle arrive sous la forme d'un bison blanc, et du coup elle dit à ce jeune en question qu'elle se doit d'apporter le plus sacré des sacrés de l'univers, et en l'occurrence c'est la Chanumpa, c'est la pipe sacrée commun à tous les peuples d'Amérique du Nord. Donc elle apporte la pipe, la Chanumpa sacrée au peuple, et elle donne en quelque sorte des conseils de bienveillance en fait, par rapport à la terre, par rapport à l'humain, par rapport à l'organisation, par rapport à l'organisation sociale, par rapport à tout ça en fait, comme j'assimilerais à Moïse en 100 ans, ou voilà. Donc voilà, c'est ce qui fait la singularité de la femme enfant bison blanc, et de manière prophétique, il est dit dans la fin de cycle que justement d'autres bisons blancs, un particulier apparaîtra en fin de cycle, et ça s'est produit d'ailleurs il y a 2 ans, et ça annoncerait justement la fin du cycle, qui ne veut pas dire pour autant la fin des temps, mais juste une évolution de tout ça. Et qu'il y a une reliance, là aussi on en parle très peu, une reliance malgré tout des natives Lakota avec ce qu'on appelle en anglais les Star People, les frères des étoiles, les Starseeds. Il y a une reliance métaphysique avec les peuples des étoiles, les frères, voilà. Et eux, ils sont très habitués à ce genre de choses en fait. C'est pas pour eux quelque chose de critique. On le voit très bien d'ailleurs dans un film que je conseille aux gens de voir, ça s'appelle Dream Keeper. Il est un peu long, il fait 2h40, mais il parle de toutes ces traditions justement, de toute cette reliance justement à la notion stellaire. Eux, les Lakota, disent venir d'un endroit qui s'appelle les Pléiades, de la 7e étoile des Pléiades, qu'on appelle aussi chez les Lakota les tisseuses de paix. Les êtres qui l'habitent, c'est des tisseurs de paix. Voilà, donc il y a une prophétie qui dit qu'un jour, on fera qu'un seul peuple, le peuple du bison, justement, et qui aura toutes les couleurs, voilà, et c'est un peu l'objet de ce qu'on a pu échanger depuis avec eux en accomplissement pour réunir les peuples, les communautés entre elles. Et moi, j'avoue que je me relie parfaitement à ce genre de choses, à savoir qu'une nouvelle nation dans ce cycle va venir, qui celle-ci n'aura plus le problème de la culture, de la race, de je sais pas quoi, de la couleur, voilà, il y aura une espèce d'unification qui fera que ce peuple, le peuple du bison, sera enfin en reliance totale avec tous les éléments en fait, voilà, avec tous les règnes.
Et ils appellent ça aussi la fameuse tribu arc-en-ciel, quoi. Voilà, donc c'est ce qu'il y a sur le taux. Alors attention de ne pas tomber non plus dans dans l'appréhension un peu Rainbow, un peu New Age du propos, parce que c'est un peu fastoche aussi, quoi. Mais il y a bien quelque chose qui dans la prophétie parle de l'unification, en fait, des communautés, des cultures et des peuples, quoi. Voilà. Un nouveau monde de paix, sous une humanité unie, indivisible, à créer. C'est ça. C'est ça, plus harmonieuse, plus en conscience. D'ailleurs, nous, les Occidentaux, ils nous appellent les petits frères blancs. Ils nous laissent sous-entendre qu'on est en train, nous aussi, de grandir dans cette conscience. Et a priori, c'est ce qui se passe. On voit bien aujourd'hui les reliances avec tout ça, au point que j'étais encore au téléphone avec, je le cite, avec Jean-Pierre Chometon il y a quelques jours. On a lancé une revue qui s'appelle Native. Je suis le parrain avec Yann Arthus Bertrand et d'autres, on est plein de ce journal qui veut rendre visible justement toutes les traditions, les cultures, les sensations, les émotions, les intuitions de chacun de ces peuples. Bon voilà, c'est en route, quoi. On est en train d'unifier, et si je crois, alors sans prosélytisme aucun, mais qu'on tend vers ça, et que c'est notre devoir de responsables occidentaux de s'éveiller, en tout cas, ou de faciliter ça. Voilà, donc et moi très tôt, donc depuis 1990, je m'emploie en tout cas comme je le peux d'ailleurs, hein, avec qui veut et quand c'est possible de pouvoir le faire. Et que ce soit d'ailleurs avec des natifs d'Amazonie, ou d'ailleurs, voilà. Merci. Il reste tout plein de très belles choses à faire en tout cas. Donc on arrive à la fin de cette entrevue. Je vais te poser la question rituelle du podcast. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message ? Eh ben de s'exercer à faire comme tous les natifs premiers de la Terre, en fait. D'essayer, pour le peu que les gens en prennent la mesure, de rejoindre ce qu'on appelle la conscience. Prenez conscience. Prenez conscience que vous êtes dans un monde sublime, que si vous faites le tour à 380 degrés de votre environnement, il est parfait. Tout est à sa place, tout a sa raison d'être. Et que c'est qu'en conscience, dans tous les actes, voilà, qu'on arrivera à changer ce fameux paradigme. Voilà. Et manger en conscience, dormir en conscience, s'aimer en conscience. Voilà. Je crois que c'est ça, c'est de s'approprier une bonne fois pour toutes cette reliance à sa propre conscience, qui celle-ci est reliée elle-même à une conscience plus élargie, universelle, qui nous relie tous en fait. On est tous partie intégrante de cette trame de la vie. Maintenant, il faut le faire en conscience. Et sur le terrain par des actes. Je pense aussi que l'intellectualisation des choses n'y suffit plus. On peut les dénoncer, on peut dire que tout va mal. Mais c'est des actes maintenant. On a guère le temps avec les bouleversements climatiques, avec tout ce qui arrive aujourd'hui de probants sur les bouleversements qu'on est en train de vivre. Je ne pense pas pour autant que c'est une catastrophe non plus, hein, mais il est temps d'en prendre conscience et justement à ce moment-là d'en prendre vraiment la mesure et d'être dans l'acte et sur le terrain, quoi. Voilà, en conscience, encore une fois. Et avec amour, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup, Paul. Il n'y a pas de quoi. Merci aussi. Et à bientôt pour un prochain podcast. Je te remercie aussi. Si vous voulez soutenir Evolution Talk ainsi que mon projet de plantation de forêts fruitières et de création de sanctuaires pour la nature, vous pouvez m'aider sur Tipeee. Vous trouverez le lien dans la description ou sur mon site web www.benjamin.lotin.fr. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Evolution Talk.